On est prêt à rester là le temps qu'il faudra, mais il ne faudra pas non plus trop nous chatouiller parce qu'à un moment donné, on va revenir voir les pouvoirs publics, on va leur rappeler qu'on peut aussi bouger et on va se rapprocher d'eux si jamais il y a besoin. On est gouverné par des menteurs. La seule chose qui fera vraiment bouger au niveau national et au niveau européen, c'est le manque de nourriture. On est voué à disparaître, c'est signé, acté, et nous, on ne doit plus produire, beaucoup moins, et quand on produit moins, on gagne moins, on crève. L'agriculteur, s'il n'est pas là, il y aura de gros problèmes. 24 janvier 2024, le mouvement des agriculteurs prend de l'ampleur dans toute la France. Depuis le sud-ouest, où il y a déjà quelques mois, les viticulteurs avaient déversé du vin espagnol sur la route pour protester contre la concurrence déloyale causée par le libre-échange, la grogne monte, les tracteurs remontent vers Paris. Les membres de la classe dirigeante se bousculent dans les médias. Les politiques se tirent la bourre pour expliquer qu'ils défendent les agriculteurs depuis 5, 10, 25, 50 ans. Les intellectuels de plateau, avant-hier économistes, hier épidémiologistes, se réinventent experts en agriculture. Des chaînes de télévision retournent leur logo. Les ministres expriment leur soutien inconditionnel aux agriculteurs, comme s'ils n'étaient pas au pouvoir et n'avaient pas la possibilité de changer les conditions de travail et de vie de ceux qui nous nourrissent. Auraient-ils peur ? Si cette reconversion générale et soudaine en défenseurs du monde paysan de tous ceux qui ont embrassé avant de nous imposer et de promouvoir le modèle qui a mené à cette situation, si cela traduisait la terreur que leur inspire une révolte menée par ceux sans qui nous ne pourrions pas vivre. Sans agriculteurs, pas de nourriture. Sans producteurs, le pays, tout simplement, se meurt. Sur les plateaux, pour débattre et décortiquer, pour dire le contraire de ce qu'ils disaient hier, égale à elle-même, la classe dirigeante reste entre elles, en circuit fermé. Pas un agriculteur pour parler du réel, sinon quelques représentants professionnels qui, comme dans la plupart des autres corps de métier, ne représentent personne. Et pour tout vous dire, ça m'a un peu énervée. Alors, mercredi 24 janvier, j'ai décidé d'aller les voir, près de chez moi, là où ils avaient établi un point de blocage sur l'Avent, au cœur du Limousin, terre d'éleveurs et terre de résistance. À l'arrivée, c'est la fumée noire qui s'élève des pneus qui brûlent qui m'indique le point de ralliement. Accueillis très chaleureusement, c'est à eux que je vais laisser la parole aujourd'hui. À Élise, à Jean-Pierre, à Thomas et à tous les autres. À ceux qui font que nous sommes vivants aujourd'hui, ceux que le système écrase et à qui la parole a été confisquée depuis des années. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, la parole est aux producteurs. Quand on leur demande les raisons de leur présence ici, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un problème global, de fond, qui va bien au-delà du détail d'une simple loi. Il y a fin des versements des aides PAC qui n'est toujours pas arrivé sur les comptes des exploitants, les paysans de toute la France, pour dire. Et il y a d'autres sujets, quoi. Le GNR, aujourd'hui, il faut qu'il nous détaxe le GNR à 100%, qu'on touche comme les pêcheurs, et qu'on nous sorte du Green Deal de l'Europe, qui va nous tuer, quoi. Au bout d'un moment, on est voué à disparaître. C'est signé, acté, et nous, on ne doit plus produire, beaucoup moins, et quand on produit moins, on gagne moins, on crève, quoi. Forcément, au bout d'un moment, on va crever. Là, aujourd'hui, on dénonce tout ça, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'on fasse marche arrière. Il faut que le ministre aille à l'Europe dire non, on l'arrête, marche arrière et on arrête tout ça, quoi. Laissez-nous travailler, foutez-nous la paix, quoi. C'est pour être entendu face aux pouvoirs publics qui nous méprisent depuis trop longtemps et qui du coup ne font même pas l'effort de venir nous voir aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on est en positionnement ici et on n'a toujours pas eu de message du préfet. On a envoyé des alertes depuis plus d'1 semaine, on a bloqué les radars. On a commencé à alerter la DDCSPP depuis le mois d'octobre où les aides n'étaient pas tombées et toujours aucun retour ou par bribes. On nous demande, nous, d'être toujours plus avec des contraintes. Depuis le mois de mai, on a des aides PAC qu'on a dû signer avec des engagements précis, avec des sommes qui étaient définies au départ. Et aujourd'hui, les sommes sont modifiées, mais nos contraintes restent les mêmes et elles s'agrandissent de jour en jour. Ma première motivation pour être là aujourd'hui, parce que je suis là depuis hier, j'ai dormi ici, c'est parce qu'on est gouverné par des menteurs. Et que ça me choque beaucoup. C'est la première raison de ma présence ici. Parce que moi, ça fait 50 ans que je travaille dans l'agriculture. J'ai eu un métier passionnant, extraordinaire, vraiment, une vie passionnante.
Mais je réalise maintenant qu'on est gouverné par des menteurs. Maintenant, ça fait quelques temps que j'ai réalisé. Mais Ils ont menti sur quoi? Surtout. Ne serait-ce que, par exemple, la fameuse loi Egalim, qui nous a coûté une énergie folle. On a demandé aux organisations professionnelles de se motiver pour mettre en place cette loi Egalim. Elle n'est pas appliquée, elle est appliquée nulle part. Et nous, on vend du lait en ce moment, que ce soit le lait ou la viande, à des prix dérisoires. La loi Egalim n'est pas appliquée. Donc j'estime qu'on nous a menti, encore une fois. On nous a menti, parce que cette loi devait régler tous les problèmes et combattre l'injustice entre les acheteurs, les grandes surfaces et les agriculteurs. Eh bien, c'est rien, c'est zéro. Donc c'est encore un mensonge des politiques qui nous endorment. Parce que si personne vient, ça sert à rien, quoi. On ne se fera pas voir. Donc il faut bien que tout le monde participe. Et puis c'est maintenant ou jamais. Hein. Tout le monde bouge dans toute la France, partout. Si on n'agit pas maintenant... On suit le mouvement pour essayer de débloquer les choses, se faire entendre. Même si on serait qu'ils vont parler, ils vont faire un discours pour dire qu'ils changeront des trucs et puis ils le feront jamais, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, essayer de se faire voir quand même, sans trop faire chier, sans casser comme certains font. Et ça reste pacifique. Il nous raconte comme un curé dans sa chaire. C'est toujours formidable, extraordinaire. On a tendance à y croire. Mais en fait, c'est volontairement malhonnête. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait toute une profession en l'air. Là, les gens sont désespérés. Hier, il y a une jeune fille et une dame qui s'est fait... Et il y en aura d'autres. Il va y en avoir d'autres. On pousse les gens complètement à bout. Je vois les jeunes ici. Il y en a qui sont à bout avec des annuités, des remboursements d'annuités considérables, des tracteurs qui valent des fortunes. À qui on a vendu que c'était nécessaire, tous ces... oui, après, c'est leur choix aussi. Hein, ils sont... Mais non, en face, le revenu n'est pas en face. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible de travailler comme on travaille dans l'agriculture. Encore une fois, c'est un métier formidable où on a d'autres satisfactions. Hein, on a beaucoup de satisfaction et c'est un métier extraordinaire, mais le revenu n'y est pas et là ça ne va plus du tout. On ne fait pas ça pour embêter les gens au quotidien, mais il faut que l'État se rende compte de notre détresse aussi. Avant même la réalité du métier, ce sont les questions politiques qui viennent sur le tapis. On vous parle d'Europe, de libre-échange, de concurrence. La France, elle écoute seulement ce que dit Bruxelles. Hein. Elle décide plus rien d'elle-même. Nous, après, on est des guignols de côté. Enfin, c'est tous les pays pareils, quoi. Enfin, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour la France. L'Europe veut plus produire. On en fera une grande réserve naturelle et on importera la bouffe de partout ailleurs. Voilà. Avec la qualité qui ne sera pas forcément... Ah non, ça sera pas la même, c'est clair, c'est sûr. C'est exactement ce que disent d'ailleurs les agriculteurs allemands, roumains. Oui, c'est le même. Je pense que le combat est le même. Hein. Si on ne veut pas disparaître, quoi. Voilà, on va exister demain. Quoi. Nous, on nous demande de produire moins, mais par contre, on fait rentrer des produits hors Union européenne aussi, parce qu'il y a l'Union européenne hein, qui rentre des produits, mais il y a aussi hors Union européenne qui rentrent chez nous, donc, et pas avec les mêmes normes. Nous, on a double pénalité, parce que non seulement on n'a pas les prix, on a la PAC, parlons-en de la PAC. Alors, moi, je ne suis pas spécialement pour les aides, mais on les a, donc on les accepte. Hein, de toute façon, quand on s'installe, on n'a pas le choix. Hein. Et l'Europe, c'est une belle chose. C'est la plus belle chose. L'image, l'idée de l'Europe, c'est formidable. Moi, je suis européen. Mais là, avec cette Europe-là, non. On fait le malheur des gens aussi. On nous a demandé, l'Europe a voulu mettre en avant le bio, développer au maximum et ça a été vendu entre guillemets aux grandes surfaces. Donc on nous a demandé de développer. Et puis arrivé à cette économie de filière, et le reste de l'Europe et de la mondialisation est passé par là. Et on a l'Ukraine et la Pologne et beaucoup de pays du reste de l'Europe qui arrivent avec des céréales qui sont donc normées, donc remis dans une certaine... normes précises et qui du coup arrivent moins cher sur les ports français que ce que nous on est capable de produire ici en France et en Haute-Vienne en particulier. C'est l'Europe le problème du coup pour ce problème-là, oui, et l'économie de filière où
où nos filières ne nous ont pas défendus, ont essayé de passer par des plus gros volumes, donc du coup par des grandes surfaces, et ça a complètement cassé nos petites niches qu'on avait réussi à produire, en particulier en ce qui me concerne sur de l'avoine blanche qui était partie pour la floconnerie pour les enfants. Et bien du coup aujourd'hui les contrats qu'on avait précis tous les ans avec des prix qui se maintenaient, et ben ils n'ont acheté aucun de nos volumes, même avec des contrats signés, et ils repartent avec des céréales qui viennent du reste de l'Europe, parce qu'ils ont augmenté en fait eux à leur échelle leur industrie. La petite entreprise s'est développée, a eu besoin de plus gros volumes, et ces plus gros volumes avec une qualité moindre mais avec des prix plus intéressants, et ben ils arrivaient pour eux mieux à s'en sortir, et du coup ils ne nous prennent plus nos produits. C'est ce qu'ils nous demandent aussi, c'est de faire du nombre en respectant un tas de normes impressionnants, et au bout d'un moment capitule quoi, faut pas tout faire. C'est qui eux? C'est qui demande? C'est qui eux? C'est l'Europe, oui, l'Europe, l'impact. Après nous on est jeunes, on sait pas tout non plus, mais bon, déjà on voit qu'il y a quand même un gros problème. C'est quoi le problème exactement avec le Green Deal? C'est que ça a été acté, signé par des écolos. On ne nous a pas demandé notre avis. Donc tout à fait, c'est complètement débile, quoi. C'est produire moins en Europe. Donc quand on produit moins, la population elle ne baisse pas. Hein. Les gens il faut qu'ils mangent quand même, mais nous on produit, on fait. On ne servira plus à rien. On ne produira plus pour nourrir les gens, on produira beaucoup moins, on importera. Et puis toutes les contraintes qui vont nous imposer et qui nous imposent déjà, c'est plus vivable. On fait porter la responsabilité à l'Europe. Bien sûr, toutes les nouvelles normes, elles viennent d'Europe. Elles viennent d'Europe, bien sûr, mais en fait, on est bien responsable. Quand on est responsable national, on peut bien dire qu'on prend la responsabilité d'accepter de telles situations. Nos dirigeants actuels, professionnels, ils nous racontent plein de belles histoires, et en même temps, ils signent des traités de libre-échange avec des pays qui ne méritent pas qu'on travaille avec eux. Alors, il y a bien un problème quand même, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Le système a besoin d'être franchement renouvelé. J'espère que les jeunes vont le faire. Et nous, on est forcés à respecter des normes, et ils importent de la viande d'ailleurs et qu'ils ne respectent pas du tout, et que c'est dégueulasse. Il y a de la viande qui vient des feedlots là, et les vaches elles crèvent, elles sont dans la merde, elles mangent pas un brin d'herbe, et que nous elles sont dans des prairies. Ici, il n'y a que des prairies partout, et puis notre viande elle part à l'étranger. Ah oui, la viande d'ici, elle part à l'étranger. Ouais, mais il y en a qui revient. Il y en a qui revient, mais il y en a qui partent. Oui, il y en a qui partent à l'étranger. Merde. Et du coup, tant que vous serez en concurrence avec ça, en fait, est-ce que le système en lui-même n'est pas biaisé, en fait? Est-ce que c'est pas déconnant, enfin, est-ce que c'est possible, en fait, de résister à ça, quoi, en tant qu'une fois installé, quoi? Ah bah résister, non, de toute façon, il faut suivre. Faut suivre le moment, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on vende nos animaux, on ne peut pas les garder des années et des années. Un animal, une fois qu'il est prêt à partir, il est prêt, quoi. On ne peut pas attendre plus. Puis les ventes, c'est ce qui sert à nous faire vivre aussi. Si on ne vend pas, on n'a pas de salaire. On était sur une pente ascendante, dans le sens où on partait de très bas en termes de volume, donc forcément la multiplication des chiffres elle était importante. Si on part de 1, on peut faire multiplier par 2 ou par 3 très facilement, mais en augmentant les volumes pour réussir à atteindre les 20% que demandait l'Europe, et ben à un moment donné on s'est heurté à un seuil, et du coup là c'est la dégringolade, et on est complètement bloqué de ce côté. Est-ce que vous vous retrouvez donc en concurrence avec des productions qui ont le label bio, mais qui sont qui ont le label bio, mais qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que ce qu'on peut avoir en France, où on veut aussi balayer devant notre porte et faire plus blanc que blanc. Et résultat, à mon sens, le logo bio n'a pas la même valeur sur le reste de l'Europe. Mais pourtant, c'est le même logo. Les logos, le label EcoCert, AB. Il y a des fermes conventionnelles, quasi, officiellement bio, en Russie ou en Ukraine, qui font 20 000 hectares, et ils ont le label EcoCert sans problème. Ça ne représente pas les mêmes choses que chez nous.
Oui, c'est les grandes lignes qui sont représentées par l'Europe, mais la mise en application sur le reste de la France en particulier, on arrive avec beaucoup de filières qui sont en concurrence, et en particulier sur le bio, où la filière des œufs, elle est bloquée, la filière de la vache, de la viande bovine n'a jamais décollé, la filière porcine est en crise totale, la filière des pommes, c'est catastrophique. Donc en ce qui concerne le bio, il n'y a pas une des filières qui arrive à se maintenir aujourd'hui face à cette concurrence. Cette mise en concurrence paraît contradictoire avec les contraintes et les normes de plus en plus lourdes qui pèsent sur nos agriculteurs, au point où elles les empêchent de faire leur travail. Face à toutes les difficultés qu'on a en ce moment pour pouvoir valoriser nos céréales, on a pris la décision de modifier notre structure et du coup de repasser en conventionnel sur la partie céréales. On reste sur la partie maraîchage en bio puisque c'est valorisé en vente directe, mais sur la partie céréales justement on est repassé en conventionnel pour mieux maîtriser nos charges et notre production et valoriser au mieux nos céréales derrière. Parce que c'est pas viable en bio. L'année dernière, on a été obligé de vendre nos céréales moins cher encore que du conventionnel, avec une production divisée par 2. Donc, du coup, face à toute cette mauvaise organisation, il a fallu prendre des décisions qui étaient clairement économiques. On ne va pas se remettre à traiter dans tous les sens, mais par contre, on doit pouvoir vivre de notre production. Et à cause de ça, le bio n'était plus une option envisageable pour nous. C'est environnemental, c'est moins de produits, moins d'engrais. Beaucoup plus de restrictions. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des normes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'alimentation. C'est trop important. Je veux dire, on nourrit des populations, donc on doit, et c'est ce qu'on fait, on est capable de produire des aliments de qualité. Ça, il n'y a aucun souci, on sait faire. Aujourd'hui, on ne peut même plus curer les fossés ou faire des drainages si vous le faites, vous faites choper, c'est gros d'amende. C'est serrer les gens, c'est les faire chier jusqu'au bout. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Il y a des producteurs qui n'ont pas encore reçu le solde de leur PAC. Oui. Que quand vous téléphonez à la DDT ou à l'ASP, on vous dit non, c'est pas nous, c'est l'ASP, non, c'est pas nous, c'est la DDT, non, c'est pas nous, c'est. Voilà. Mais entre-temps, le producteur, lui, qui comptait dessus parce qu'il a une échéance de prêt qui est arrivée, qui ne pourra pas être soldée, c'est à lui de se dépatouiller avec sa banque. Hein. Par contre, lui, il va refaire en court terme. Il va repayer des intérêts, pour essayer de patienter et cet argent, c'est le nôtre. Faut pas oublier, hein, c'est pas l'argent ni de la DDT, ni de... Et c'est ce mépris aussi de l'administration qui nous met aussi en colère. C'est que quand on téléphone, au lieu qu'il y ait un peu de bienveillance, cette bienveillance, elle n'y est pas. On appelle, on lui dit non, c'est pas nous, c'est une erreur de l'éleveur, ça on a toujours notre faute. Et quand on veut... Parce que moi, je passais un temps, je pensais que le droit à l'erreur, c'était une très bonne chose que M. Macron avait mis en place. Vous voyez, sauf que ce droit à l'erreur, il ne marche pas vraiment, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une date butoir. C'est que nous, éleveurs, on a une date butoir. Ah oui ? Ah oui, pour le droit à l'erreur, pour la PAC, vous avez droit que jusqu'au 20 septembre, je crois. Enfin, il y a une date butoir. Voilà. Ah tiens. Oui. Mais par contre, l'État, eux, ils n'ont pas de date butoir. Pour verser la PAC, il n'y a pas de date butoir, quoi. C'est pas versé. Voilà. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même on travaille avec du vivant, on a des échéances à payer, des fournisseurs à payer. Et donc c'est compliqué, c'est vraiment galère. Hein, Mais tout cela, pourtant, c'est au nom de la transition écologique. Quand on nous parle d'environnement, on sait faire, on s'adapte à l'environnement. Nous, la météo, tout ça, on s'adapte. Mais qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse tranquille. Nous, on le vit au quotidien et il y a deux choses, il y a les écologistes et il y a l'État qui donne encore des aides pour pouvoir supprimer des étangs. On en est là aujourd'hui. Et ça, c'est quand même grave. Les écologistes qui nous disent qu'il faut préserver la nature autour de nous, mais autour d'une réserve d'eau, je ne parle pas de méga-bassines, je parle de nos petites réserves d'eau du Limousin. Il y a aussi tout un écosystème autour, il y a des grenouilles, il y a... pas mal de choses et ces points d'eau permettent aussi de vivre au quotidien pour le reste des écosystèmes. Et c'est seulement après avoir parlé de la question politique, de la question globale, que vient la réalité du métier. S'ils en parlent tous comme d'une passion, du choix d'une vie, ils en expriment aussi une réalité très dure.
Il y a des primes, mais après ils nous poussent à investir derrière. Et donc voilà, après il reste pas grand chose à la fin. Oui, parce que là c'est quoi le salaire auquel vous vous attendez Bon, bah, moins de 1 000 €, hein, faut pas s'attendre à plus. Donc ça ne sera jamais un salaire fixe par mois. Moi j'ai 74 ans, j'ai toujours pas pris ma retraite. Donc je continue à payer des cotisations. Vous cotisez depuis combien d'années? Comment? Vous cotisez depuis combien d'années? Depuis 1973. Mon épouse l'a prise, on était trois associés donc dans le GAEC. Et elle a pris sa retraite, on a perdu 20 000 € de prime PAC et elle touche 900 € par mois. Voilà, bilan des opérations, donc je ne l'ai pas prise. De toute façon, il n'y aura pas le choix, nous on fait que s'adapter, hein. À chaque fois on s'adapte. On n'a pas le choix. Les sécheresses, tout, on est toujours en train de s'adapter. Il y a toujours quelque chose qui se met à travers de notre route. Nous, de toute façon, on joue avec le temps et puis on travaille avec du vivant, donc on peut pas faire grand chose. On ne peut pas prévoir. Non, chaque jour est différent. On peut prévoir de partir demain par exemple, et puis il y aura un problème avec une vache ou quoi, et puis voilà. Il y a toujours quelque chose. C'est un métier, ouais, c'est vraiment un métier spécial. Et quand on a ça dans le sang, on s'en lasse pas. Super. C'est même pas un métier, c'est une passion. Oui, c'est par plaisir qu'on se lève. Ah bah on vit que pour ça. Hein. Si on se lève, c'est pour aller faire le boulot, et puis voilà, pas autre chose. Depuis qu'on est tout gamin. Depuis qu'on est enfant, on est né là-dedans. Oui, depuis gamin. De toute façon, on rentrait de l'école, c'était pour aller jouer avec les lapins ou dans les brebis, et puis ramasser du fumier. C'était ça. Et puis maintenant, ben là, on va avoir dans les bras des exploitations, avec je sais pas combien d'hectares. Par contre, ce sera moins drôle. Plus de contraintes. Ah oui. Plus de contraintes, Plus de soucis. Vous savez qu'il y a quand même un suicide par jour, au moins. Au moins. Moi j'ai beaucoup de copains de mon âge qui se sont suicidés. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Encore il y a une semaine, les services vétérinaires ont failli faire abattre un troupeau à Ladignac, pas à Ladignac, oui à Ladignac, c'est ça, oui, en disant qu'il y avait une bête tuberculeuse. En fait, ils se sont trompés, tout simplement. Et la coordination rurale a été au tribunal là, au mois de janvier, parce qu'on a été soutenir un agriculteur qui avait eu une information comme celle-là. On l'a menacé de faire abattre son troupeau. Et puis, c'était une erreur. Mais vous vous rendez compte dans quelle situation le gars, pendant 15 jours, il a vécu ça? Quand vous faites abattre un troupeau complet, ben, le gars il se suicide. Ouais, voilà, c'est toute sa vie en fait. Moi j'ai beaucoup de copains, hein, beaucoup. Hein. C'est pas un peu, hein. Mais j'en ai beaucoup qui se sont suicidés. C'est infiniment grave. Il faut que ces gens-là en aient la responsabilité. Alors on dit toujours, oh il était déprimé, oh bah oui. Bah oui. Non, on l'a mis dans une situation où les gens sont responsables de ce qu'ils font, hein, on est bien d'accord. Oui, les agriculteurs ont toute la responsabilité de la gestion de leur exploitation. Mais quand on les met dans des conditions où ils ne peuvent plus vivre, c'est pas possible. L'une des principales conséquences de cette dure réalité, c'est que les jeunes ne veulent plus être agriculteurs. Dans les 5 prochaines années, il y a 80% de la population agricole qui a plus de 50 ans, 55 ans, sans renouvellement de génération, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va être la Haute-Vienne, ça va être quoi? Ça va être la friche? Enfin, à force, et puis tout se carrette, il n'y a pas de repreneur dans toutes les fermes. Et puis après, un jeune tout seul, il ne peut pas reprendre une ferme, c'est pas possible. Parce que maintenant, une ferme, c'est 1 million d'euros. Et encore, ça dépend des fermes. Et donc, voilà, ces champs-là, tant qu'ils ne sont pas vendus, c'est en friche, c'est plus travaillé. Et puis voilà, c'est du gibier, c'est des... Ah, c'est sûr, les écoliers sont contents, c'est la biodiversité, mais après... Les sangliers dans les villes, après, tout le monde gueule. Parce que les aliments, les producteurs, les aliments de qualité qu'on produit, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de renouvellement de génération, de nos exploitations, de transmission, tout ce savoir-faire, il va partir. Il va être perdu. Hein. Et alors là, justement, l'absence de renouvellement, c'est parce qu'aujourd'hui, reprendre une ferme, reprendre une exploitation... Déjà, ça a un coût, parce que malheureusement, il y a eu des années où on nous a dit qu'il fallait produire, s'agrandir, produire... Donc, on a été vers un agrandissement de nos exploitations, on a produit. Après, donc, ça a été marche arrière. Non, maintenant, il faut produire de meilleure qualité, mais moins. Donc, OK.
Mais sauf comment on fait? Parce que nous, on a des animaux, on a investi aussi sur du terrain, sur du bâtiment, certains ont investi sur des bâtiments. Et voilà, je veux dire, le vivant, c'est du vivant. C'est pas un bouton où on appuie, on fait plus, moins. Hein. C'est sur des années, c'est des investissements sur du long terme. Quand nous, on s'est installé, ça fait 20 ans qu'on est installé. Hein. Donc, on a démarré avec rien. Donc je veux dire, vous amortissez pas une installation, vous l'amortissez pas au bout de 5 ans. Hein. C'est 20 ans hein, et encore c'est minimum. Hein. Et entre-temps, il ne faut pas qu'il y ait des crises. Nous, on a connu la crise laitière en 2009. Je veux dire, on a mangé. Hein. On a vraiment on a souffert. Et là, en Haute-Vienne, la production laitière est en train de s'éteindre. Hein. Donc maintenant, ça touche la région aussi de la viande bovine. Non, stop. Normalement, l'année prochaine, j'en prends l'exploitation. Avec mon père, je m'associe avec mon père. On a des 100 vaches limousines et puis 300 brebis. Je vais reprendre la ferme avec mon oncle et mes parents en bovins au vin. Il y a 230 bovins et 350 ovins. Quoi les difficultés justement pour reprendre, pour se lancer, pour... Il y a de l'argent. Financier déjà. Financier. Il y a de l'argent à remettre, beaucoup d'argent. La reprise de part sociale. Et après, faut toujours payer. Ils nous en donnent, mais il faut toujours le remettre. Il faut toujours en donner, quoi. Et ça fait peur, hein. Il y en a de moins en moins. Il y a des fermes qui tombent en friche partout. Parce que Percy, il n'y a pas de repreneur, donc ça fait du terrain de perdu, quoi. Et un jeune, maintenant, on ne peut pas se lancer dans des grosses exploits. Après, plus tard, comment on va faire s'il n'y a personne pour reprendre? C'est pas la peine. Après, on passe notre vie au but, enfin, se tuer au boulot, quoi. Donc ça reste raisonnable. Ça finira mal, vous savez. Moi, j'ai 74 ans. Aujourd'hui, je m'en fous. Hein. J'ai quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et s'il faut qu'on cultive 3 patates pour vivre, je le ferai. Non, mais oui. Le problème, c'est que les générations qui viennent et qui travaillent, ils n'en peuvent plus. Les jeunes, je les vois ici, ils sont nombreux. Et c'est désespérant. Hein. Franchement, la situation est désespérante. Et pourtant, ils sont essentiels. Sans eux, nous ne mangeons pas, nous ne vivons pas. Et les agriculteurs en sont bien conscients. Oui, un peu, mais enfin, moi, j'aime pas en voir cette gloire de nourrir mais c'est pas une gloire, c'est un fait. Hein. C'est vrai ce que vous dites, mais on mérite d'être respecté et on ne l'est pas. Et ça, c'est mon souci. Aujourd'hui, un agriculteur fait vivre 17 personnes. Et que ça, c'est un chiffre qui augmente et qui va s'accélérer au fil des années parce que y a toute une vague de personnes qui va partir à la retraite dans moins de 10 ans et qu'il faudra quand même qu'il reste quelques paysans pour faire vivre le nombre de personnes qui vivent sur notre dos. Okay. Est-ce qu'il ne fait pas vivre beaucoup plus en fait? Est-ce qu'il ne fait pas vivre beaucoup plus? Je ne sais plus combien vous êtes en tout, 400 000, quelque chose comme ça. Est-ce que vous ne faites pas vivre 65 millions de personnes? Eh ben ça aussi, ça indirectement, mais plus justement les services de l'État, les coopératives, les grossistes, une économie autour qui dépend de ça plus. Après, l'entretien des paysages où on multiplie le nombre de métiers de façon incalculable. Et on ne veut pas justement être restreint à faire juste l'entretien du paysage. On veut pouvoir vivre de notre passion. Un paysan, ça fait marcher beaucoup de métiers, plus d'une dizaine de métiers. Donc sans les paysans, il y a plein d'emplois qui partiront, qui seront plus là, quoi. Il y aurait des boucheries, mais les boucheries ça ferme. Et les petits artisans comme ça, ils ferment maintenant. C'est mort, les villages, il n'y a plus une boucherie. Avant, il y a des boucheries dans chaque village, maintenant, il n'y a plus rien. Et donc tout le monde va dans les grandes surfaces, et puis les grandes surfaces, ils s'en mettent plein les poches. Voilà. Si l'on en croit les enquêtes d'opinion, les Français qui les soutiennent et qui soutiennent leurs revendications à plus de 80%, savent aussi ce que nous leur devons. La seule chose qui me réconforte, c'est d'entendre qu'aujourd'hui, j'entendais la radio dans le tracteur cette nuit-là, et d'entendre qu'il y a 8 Français sur 10 qui soutiennent l'action des agriculteurs. On a pas mal de soutien, oui. Là, pour l'instant, on nous soutient, voilà, c'est positif. Moi, j'ai été, hier matin, quand je suis arrivé avec mon tracteur ici, je me suis dit, j'avais d'autres projets pour cette semaine, mais je me suis dit, il faut venir là. Je suis venu là, et j'ai été réconforté de voir le nombre de personnes qui sont là. C'est signe de malheur, hein. C'est pas un très bon signe. Et en même temps, c'est l'espoir qui peut aussi qui est permis maintenant. Oui.
bien sûr, on le sait, ils en sont conscients. Après, il faudra en être conscient aussi tout au long de l'année. Parce qu'on a bien vu, après le confinement, on a eu des grands applaudissements, on a eu un retour un petit peu sur les marchés, sur les ventes, mais ça s'est aussi assez vite essoufflé et on est reparti sur son petit train-train, son petit quotidien. Et c'est justement là où il faut rappeler à tout le monde qu'on vit au quotidien et que c'est pas juste quand il y a une crise qu'il faut penser à son agriculteur voisin ou quand il y a un petit peu de neige qui va venir déblayer la route. Voilà, on est là au quotidien et on n'est pas là pour se faire huer parce qu'on a fait un petit traitement. C'est aussi pour sauver notre récolte. Si on veut bloquer de l'eau dans des réserves, c'est pour ne pas mourir de soif l'été, pour ne pas pouvoir être inondé l'hiver. Et c'est pas juste pour bloquer des nappes phréatiques qu'on n'a pas en Limousin. En Limousin, on n'est que sur des réserves d'eau. Et du coup, on ne fait pas ça pour embêter les gens au quotidien. Lorsque je pose la question comment les soutenir, comment afficher notre soutien, la réponse est à la fois unanime et doublée du sens de l'empathie qui les conduit à savoir que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Le consommateur, c'est vrai qu'il a aussi cette responsabilité d'acte d'achat, donc, et il peut, lui, par contre, boycotter ces produits qui ne respectent pas les normes que nous, on nous impose. Ça, c'est primordial aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les consommateurs ont des budgets aussi restreints et comme nous agriculteurs, hein, c'est compliqué aussi. Hein. En soutien, ils peuvent participer par des actions comme ça et puis même venir nous rejoindre à la manifestation, là, au blocage. Ils peuvent venir, hein, même s'il reste qu'1 heure ou 2 heures, c'est appréciable pour nous. Hein. Est-ce qu'ils le pensent vraiment? Est-ce que ça se trouve, ils disent ça et puis le lendemain, ils vont acheter de la viande qui vient de je sais pas où dans les supermarchés? Il faut vraiment dire qu'ils soutiennent, d'accord, mais il faut vraiment soutenir en agissant, quoi. En consommant français, voilà, agir, quoi. Il n'y a pas qu'à nous aussi de faire les choses, quoi. Quand vous achetez des produits qui viennent de l'autre bout de la terre et qu'on vous fait un grand discours sur l'écologie, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et c'est tout comme ça, c'est un exemple parmi tous les autres. Et si vous pouvez faire passer cette information-là, de dire soyez simplement cohérents. C'est-à-dire n'achetez pas un produit qui vient de Chine dont le même est fabriqué en Haute-Vienne ou avec des produits de qualité, hein, très franchement. Ah oui, oui. Ouais, mais quand les gens sont pris à la gorge aussi et qu'il y a des produits avec lesquels vos produits à vous sont mis en concurrence et qui coûtent 4 fois moins cher, le choix est vite fait. Je peux comprendre, hein, et d'ailleurs nous, on a 5 enfants, mon épouse et moi, et on va acheter au moins cher. On n'achète plus ce qui vient de l'autre bout du monde. Bon, par principe. Mais c'est tout, mais on achète au moins cher. On est comme tout le monde, comme tous les consommateurs. Au stade où nous en sommes, avec le mouvement qui s'étend, on ne peut que leur demander qu'attendent-ils du gouvernement désormais? Là, il faut du concret, il faut que le ministre s'amène. S'il s'amène, là, vous lui dites quoi? Il faut qu'il nous donne des réponses vraiment concrètes, solides. Comme je vous dis, marche arrière, Green Deal, détaxer le GNR, arrêter de faire chier le monde et tout ira bien, quoi. Tout ira bien. Parce que là, c'est du blabla, quoi. Il nous sort des trucs à chaque fois, c'est des mesurettes, des rustines. Non, c'est bon. Là, ça y en a marre. Moins importé. Moins importé de marchandises de pas de bonne qualité, quoi. Moins importé, puis après, les normes, c'est sûr, il en faut, la PAC, il en faut bien, parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des élevages intensifs, mais il ne faut pas mettre tout le monde au même panier. Et puis après, qu'on touche quelque chose, quelque chose, je sais pas comment le dire, qu'on vend nos vaches à un prix et que... C'est revendu plus cher. Non, mais on les vend à un prix, mais tout ce qu'on a donné derrière, en gros, à la fin, il ne reste pas grand-chose, ça équilibre juste un peu. On gagne les matières premières redescendent. Voilà, ouais, les prix des matières premières. Les matières premières sont beaucoup trop élevées. Oui, les carburants, le coût total pour produire un animal est trop élevé par rapport à ce qu'on le vend. Surtout ça. Alors déjà, on attend qu'ils descendent un petit peu là sur le terrain pour essayer de comprendre ce qu'on vit
et d'arrêter de nous mettre des contraintes, toujours plus de contraintes, sans avoir justement de logique. Parce qu'on nous demande de mettre des nichoirs dans les haies, de ne plus tailler une haie, de ne pas pouvoir récupérer d'eau, alors qu'au quotidien, on nous dit les gens doivent avoir des récupérateurs de pluie, avoir du compost, avoir ceci, cela, toutes ces petites opérations qui nous deviennent juste une contrainte et qui n'est pas logique, qui n'est pas viable, qui nous demandent juste beaucoup plus de travail pour rien derrière, en contrepartie. Qui nous laissent tranquilles, qui nous foutent la paix. Sortez de ce traité de Green Deal, laissez-nous travailler, laissez-nous produire. On est capable de nourrir. Voilà, c'est un petit peu utopiste parce qu'il y a tellement d'accords qui nous dépassent que ça, malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais en effet, si on pouvait limiter un petit peu l'impact du reste du monde et privilégier nos fermes avec des contraintes un petit peu plus souples, ça serait quand même déjà plus facile pour tout le monde. Mais j'aimerais bien qu'on nous foute un peu la paix des fois, franchement. Hein. C'est vraiment, je pense que tout le ressenti des éleveurs du département, c'est ça, c'est laissez-nous travailler tranquillement. Hein. Parce que non, c'est bon, quoi. Les contrôles, quand vous voyez au niveau de la PAC, vous arrivez au mois de septembre, octobre, il y a encore des contrôles. Non, c'est pas normal, quoi. Qu'on leur fiche la paix et qu'on ne les condamne pas à disparaître. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour cela? Où il faut. On est prêt à rester là le temps qu'il faudra, mais il ne faudra pas non plus trop nous chatouiller parce qu'à un moment donné, on va revenir voir les pouvoirs publics. S'ils ne veulent pas venir à nous, on va leur rappeler qu'on peut aussi bouger et on va se rapprocher d'eux si jamais il y a besoin. Longtemps qu'il y aura du monde, oui. Qu'il y aura du monde, si on serait tous les deux là, non, mais bon. Non, mais nous, après, on rentre parce qu'il y a le boulot à faire. Il y en a qui sont restés cette nuit, ils sont courageux parce que nous, on n'y serait pas restés. On rentre le soir, on revient le matin. Parce qu'il y a les bêtes à soigner, quoi, derrière. Il ne faut pas laisser le travail qu'il y a sur les exploitations. Il y en a qui ont du monde. Il faut vous relayer, quoi. Il faut se relayer. Il y en a qui ont du monde à la maison, c'est souvent en famille ici, c'est des exploitations familiales. Là, on est tous en train de se soutenir, on se relaye. Ceux qui font les nuits, ils partent la journée chez eux. Ceux qui font les journées, ils rentrent chez eux le soir. Je pensais pas que ça bougerait autant quand même. Parce que moi, j'ai jamais connu ça de ma vie. Une manifestation qui prend de l'ampleur comme ça au niveau des agriculteurs, j'ai jamais connu ça de ma vie. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans, tous les deux. Ah oui, le temps qu'il faudra. Vous êtes prêt à bloquer Paris s'il le faut? Ah oui, bien sûr. Non, mais la situation est telle que il faudra. J'ai mon chien qui me protège. Oui. C'est un chien de garde. Hein. Très très beau. Oui, bonjour. T'es un beau toutou. Bonjour. Voilà, il s'appelle Gus. Bonjour Gus. Et il me garde. C'est un très beau chien. Non mais arrête Gus, il est mignon comme tout. Il est très mignon. Voilà, il a dormi avec moi dans le tracteur. Là. Monter jusqu'aux grosses têtes, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que pour l'instant, on emmerde de plus ceux qui vont travailler qu'autre chose. Mais bon, je sais pas si à mon avis, ça changera pas grand chose. C'est parce essayer de qu'en haut, se ils faire s'en entendre. foutent. En haut, ils s'en foutent complètement. Ouais, mais ils s'en foutent jusqu'au moment où ils ont plus rien à bouffer. Mais j'espère que ça changera quelque chose de ce qu'on fait. Si ça sert pas à rien. En tout cas, on fait voir à plein de gens qu'on est là. Bon, il y en a qui gueulent, il y en a qui nous applaudissent. Ouais. Bon. C'est sûr, ça fait chier de leur faire chier, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça qu'on peut savoir. Si c'est pas de se foutre dans un champ et puis prendre des photos que ça va changer quelque chose. Oui. Là, on prend des axes où il y a des grands axes. Il y a je sais pas combien de voitures qui passent par jour, c'est sûr, là, ça bloque quelque chose. Oui. Et c'est bien, toute la France s'y met, c'est ce qu'il faut. Cette semaine, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ouais. Les autres pays aussi, ça bouge. Donc c'est bien qu'il n'y a pas qu'en France que ça va mal. Bien sûr. Bien sûr. On voit que le mouvement se durcit dans toute la France et s'il faut, on ira. C'est pour cela que nos élites ont peur, parce que les agriculteurs sont là aujourd'hui pour leur survie. Et de leur survie dépend aussi la nôtre. Les agriculteurs ont entre les mains la survie de la France, à long et à court terme. Ils peuvent en quelques jours bloquer l'approvisionnement des métropoles. Ils peuvent empêcher nos élites de manger. À la fin de notre entretien avec Élise, nous avons été interrompus par un passant depuis le pont au-dessus de l'autoroute qui nous intimait de faire la convergence des luttes avec les profs au prétexte qu'ils vivraient la même réalité. Tentative de ramener sur le tapis les problèmes des fonctionnaires rompus aux grèves, aux mouvements politiques et aux manifestations inutiles et aux revendications dont tout le monde se contrefiche. Un grand classique. L'enjeu aujourd'hui, pour nous tous, n'est pas là. Il est de se rallier derrière nos producteurs, car eux sont en situation d'organiser la société.
C'est cela que les dirigeants craignent par-dessus tout, que les producteurs bloquent le pays et finissent inéluctablement par leur disputer leur pouvoir. Contrairement à toutes les autres catégories de la société, les producteurs en ont les moyens. Cette semaine, pendant que les agriculteurs semaient les graines du changement dans notre pays, nos députés se votaient une augmentation de leur enveloppe de frais de 305 € par mois, la portant de 5 645 € à 5 950 par mois, qui s'ajoute à leur rémunération brute de 7 637 € mensuels. Dans un contexte d'augmentation des franchises médicales, de hausse de 10% des tarifs de l'électricité, ce renflement avec l'argent public de ce que touchent les députés à l'utilité sociale nulle, dans un contexte où nos producteurs, ceux qui nous permettent de vivre, survivent, eux, avec moins de 1 000 € par mois, sonnent comme une insulte et un appel à la révolte. Un affront supplémentaire que, je l'espère, ils n'emporteront pas avec eux. Je remercie ici les agriculteurs de Haute-Vienne qui nous ont si gentiment accueillis sur le point de blocage et qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir partagé votre repas et votre quotidien avec nous. Merci de faire vivre la flamme de la résistance. Je suis derrière vous et vous soutiens dans toutes vos actions, à la maison en Limousin et jusqu'à Paris s'il le faut. Je suis, avec cette chaîne, à votre service et à votre entière disposition. Merci de nous faire vivre et merci pour la France. On va exister demain, quoi. On va exister demain. La seule chose qui fera vraiment bouger au niveau national et au niveau européen, c'est le manque de nourriture. Sauf que, encore une fois, malheureusement, c'est nous, petites gens, qui allons en pâtir les premiers. Hein. Voilà, c'est ce qui est dommage, mais pourtant c'est ce qui va arriver. Hein. Depuis de nombreuses années, on nous maintient la tête hors de l'eau, on nous la rappuie de temps en temps, on nous la relève pour pas trop qu'on s'enfonce. Mais à un moment donné, le mépris qu'on a, il commence à se voir et les gens en ont assez. Sans nous, ils crèveront de faim et puis les paysages, ce sera que des friches et puis les sangliers viendront bouffer dans leur maison et puis c'est tout. Il y a une relève.